Est-ce qu'il s'agit d'un impact causé par un objet extraterrestre? On a l'impression que c'est un incident isolé, mais c'est peut-être pas le cas. La vérité se cache quelque part et c'est notre devoir de mettre le doigt dessus. Ça signifie que ce n'était pas une météorite. Le gouvernement a menti. Hors de question que je parte d'ici les mains vides. Est-ce que ce qui s'est écrasé était un ovni? Je veux des réponses. C'est la plus longue rencontre dont on nous ait parlé. C'est peut-être la confirmation qu'un ovni s'est posé sur notre planète. C'est encore loin? 4 kilomètres. C'est encore loin? Encore une demi-heure? Une demi-heure? Ouais. Roberto Venias conduit l'équipe à l'endroit où il a été témoin du crash d'un ovni le 17 août 1995. Ça se dégage là-bas. Le gouvernement a déclaré que l'objet observé par Roberto n'était autre qu'une météorite. Le gouvernement soutient qu'il s'agissait d'une météorite. Donc il faut qu'on détermine ce qui s'est écrasé ici. On va faire tous les tests possibles et ne négliger aucun détail. On y est presque. C'est ici que l'impact a lieu? On dirait que tous les arbres ont été rasés. Ça n'a pas de sens. L'équipe tombe sur une clairière de 300 mètres de long et de 150 mètres de large, soit l'équivalent de 10 terrains de football. Avant l'incident, cette zone était recouverte d'une forêt dense. Avec l'aide de Jorge Marcusi, Paul et Kawa vont inspecter les lieux en détail. Quelles sont vos premières impressions? Bueno, no veo gran evidencia de campo. Il ne voit pas d'éléments qui pourraient suggérer qu'une météorite s'est écrasée ici. Quelle est la manière la plus efficace de procéder? Le détecteur de métal va permettre de déterminer s'il y a de fortes concentrations de métal. Donc Paul voudrait que tu t'en occupes. Nickel. Et Kawa, il va t'expliquer comment prélever des échantillons de terre. Ok. Nickel. C'est vachement plat comparé au reste de la jungle. Je démarre au centre et je continue en décrivant une spirale comme quand on tond une pelouse, pour être sûr de ne négliger aucune zone. En général, les météorites contiennent beaucoup de fer. Donc, si c'est bel et bien une météorite qui s'est écrasée ici, il devrait y avoir des concentrations anormales de fer et des débris éparpillés un peu partout. Je l'enfonce à une profondeur précise ou le plus loin possible? Plus le prélèvement sera profond, mieux ce sera pour analyser les échantillons. Ok. En plus de détecter la présence de métal, l'équipe prélève des échantillons tous les 15 mètres pour déceler des anomalies qui pourraient déterminer ce qui s'est écrasé au sol. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange? Bueno, hasta ahora que es un material muy blando. Así de un impacto acá no se puede hablar. Le gouvernement a décrété qu'il s'agissait d'une météorite. Mais ça fait des heures qu'on examine le terrain et le géologue ne pense pas que ce soit une météorite. On va attendre les résultats des analyses, mais pour l'instant, je pense qu'il s'est passé autre chose. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Je pense que c'est une bonne idée de parler à la police. Ils sont forcément au courant de ce qui s'est passé. En attendant que leurs échantillons soient analysés, Paul et Kawa se rendent au siège de la police de Salta. D'après les témoins, les autorités locales ont barré l'accès au site. Donc on va discuter avec la police de Salta pour obtenir plus d'infos sur ce qui s'est vraiment passé dans ces montagnes. Kawa. Paul, enchanté. L'équipe a rendez-vous avec l'adjoint administratif Jorge Acosta.
On enquête sur un événement qui s'est produit en 1995, le 17 août pour être précis. Il y a un objet mystérieux qui s'est écrasé dans les montagnes de Salta. Et on se demandait si vous aviez des comptes rendus ou d'autres informations concernant cet incident. Bueno, me fijo. No tenemos registrado en la computadora sobre eso tipo de incidente que haya pasado. Ils n'ont aucune information. No tenemos registrado acá eso. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui en saurait un peu plus? Pueden hablar con mi superior, que es el comisario, el jefe de la comisaría. Il y a eu un énorme crash dont des milliers de personnes ont été témoins, et le fait que la police municipale n'ait aucune trace de cet incident est très étrange. Le directeur de police, Adolfo Torres, rejoint l'équipe. On se demandait si vous aviez des comptes rendus concernant cet objet qui s'est écrasé. Algo del incidente sé, porque bueno, no era, digamos, nuestro caso, no era nuestra investigación acá en la policía de la provincia, no quedó registro. Donc vous êtes bien au courant qu'un incident s'est produit ce jour-là et que d'autres organismes ont été impliqués dans l'enquête. Mais votre service ne possède aucune archive et vous aussi, vous trouvez ça étrange. J'essaie juste de comprendre. Je trouve ça très bizarre que les autorités locales ne possèdent aucune trace d'un événement qui a nécessité une réponse d'une telle ampleur. Por lo menos acá no tenemos esa información. Sí, es extraño. Dans ce genre d'incident, leur mission est de gérer les potentielles victimes. Et ils confirment qu'ils devraient avoir accès au compte-rendu de ces opérations. Mais ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas lui qui était en poste à cette époque. Il ne travaillait pas encore pour ce service il y a 23 ans. Donc les seules informations qu'il possède viennent des rumeurs qu'il a pu entendre dans le quartier. La police municipale n'a pas aidé à sécuriser les lieux ou à enquêter? Oficialmente la policía no participó del incidente. D'accord. Ils affirment qu'ils n'ont aucune trace de cet événement et qu'un organisme plus haut placé a débarqué et pris le contrôle de l'enquête. C'est pas très clair comme histoire. Qui est-ce qui tirait les ficelles dans cette affaire? Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourra avoir d'autres informations sur cet événement? Quelqu'un lui a confié à titre privé qu'un homme qui habite dans la région avait vu l'explosion. Donc vous pourriez peut-être suivre cette piste. Je suis curieux d'entendre ce que le témoin a à dire. Je suis impatient qu'il nous explique ce qu'il a vu. Paul et Kawa sont dans la banlieue de Salta pour rencontrer Tony Galvano, le témoin mentionné par le directeur de police. On y est. Ouais, ça doit être là. Tony a travaillé 35 ans comme pilote commercial et connaît parfaitement l'espace aérien de l'Argentine. Où étiez-vous le jour où l'OVNI s'est écrasé? ¿Dónde estabas el día en que se estrelló el OVNI en 1995? En ese día, 2 menos cuarto de la tarde, 13:45, estábamos, en mi caso particular, estaba de sobremesa. Et il a entendu une très grosse explosion. Vous avez ressenti l'impact? La terre a tremblé? Exactamente, un movimiento telúrico. Comme une onde de choc. Pueblos aledaños, Taco Pozos, Monte Quemado, que están a 150 kilomètres, sintieron igual que sentimos nosotros en Joaquín B. González. 150 kilomètres? C'est ça. Ça fait une trotte. Et ils ont quand même senti quelque chose. Apparemment, il y a eu des secousses, et c'était aussi le cas en Virginie, au Mexique et au Chili. Étant donné qu'il s'est passé la même chose en Argentine, ça veut dire que c'est un facteur commun à tous ces signalements d'OVNI. Qu'est-ce que vous avez fait? Fui directamente, hay una pista en el pueblo, tenía el avión engarado en la pista. Il a essayé de se rendre à l'endroit où l'explosion avait eu lieu. Cuando iba sobrevolando, veo hacia adelante una gran mancha blanca. C'était une traînée de poudre blanche, et elle devait mesurer environ 500 mètres de large et 2 km de long. Toute la zone de l'impact était brûlée, et les arbres étaient couchés au sol. Mucho olor, había mucho olor como azufre. Ça vous a inquiété? Est-ce que vous aviez peur que ce soit toxique, dangereux? Sí. Oui. Ouais, ça m'étonne pas. Je ne sais pas quelle est l'origine de cette substance blanche qui se trouvait au sol. Est-ce que sa présence était due à l'explosion? Ou alors, est-ce qu'elle était due à la décomposition de l'objet en lui-même? Je suis perplexe.
Quand vous êtes arrivé sur les lieux, l'impact faisait quelle superficie? El área de impacto tendría aproximadamente unos 2 kilómetros de largo y el ancho que fue limpiando, digamos, donde la onda expansiva actuó, unos 500 metros de ancho. Il faisait environ 2,5 km de long et environ 500 mètres de large. C'est énorme. Tu m'étonnes. Est-ce que vous avez remarqué des débris, des morceaux? No. Bueno, ese día aterrizo 7 y media de la tarde y bueno, abajo ya había periodismo, gente, muchísimo movimiento. 2 heures après l'incident, les routes étaient bloquées et personne ne pouvait plus accéder au site. Donc, vous êtes en train de dire que 2 heures après l'incident, tout le périmètre était sous surveillance, c'est ça? Sí. Est-ce que vous avez vu qui bloquait l'accès? À quoi ressemblaient ces gens? Había gente de civil, ya había camionetas 4x4, había gente uniformada con uniformes negros. Il y avait des étrangers en civil et il y avait aussi des gens habillés tout en noir qui sont arrivés en 4x4. Certains d'entre eux parlaient un peu espagnol, mais ils étaient étrangers et ils ont bouclé le périmètre autour du site. Ah bon? Des hommes en noir qui apparemment n'étaient pas argentins. Ça m'interroge. Ces hommes ne voulaient pas que cette affaire soit divulguée et qu'on puisse accéder au site. C'est comme s'ils voulaient étouffer l'affaire. Mais qui étaient ces hommes et qu'est-ce qu'ils voulaient cacher? On a des nouvelles de l'Argentine. Le gouvernement argentin a déclaré qu'il s'agissait d'une météorite. Donc, on a effectué des analyses pour déterminer si cette théorie tenait la route, et les résultats sont en pièces jointes. L'enquêteur Mike Cole et le spécialiste en analyse des conflits Michael Livingstone étudient les résultats des analyses d'échantillons prélevés sur le lieu de l'impact, à Salta. Une analyse élémentaire a été effectuée pour déterminer s'il s'agissait d'une météorite. Ils cherchaient des éléments précis. Des éléments comme le fer et le nickel, la camacite ou le quartz choqué. Les analyses n'ont révélé la présence d'aucun de ces éléments. Autrement dit, ça signifie que ce n'était pas une météorite. Le gouvernement a menti? Oui. Ce qui s'est écrasé à Salta n'était pas une météorite. Donc si le gouvernement argentin a dit que c'était le cas, c'est qu'il cherchait à dissimuler quelque chose. Il n'a pas voulu communiquer sur ce qu'il s'est vraiment passé. On ne nous a pas dit toute la vérité. Ils ont aussi rencontré un pilote qui s'appelle Tony Galvano et qui a survolé le lieu du crash. Le périmètre a été bouclé par un organisme étranger et l'accès au site a été interdit en l'espace de 48 heures. Et il parlait anglais. Donc, si on résume, d'après Tony Galvano, un organisme étranger, et non pas le gouvernement argentin, a bouclé le périmètre tout autour du site et n'a laissé personne passer. De là, le gouvernement argentin a déclaré qu'il s'agissait d'une météorite. Mais les analyses ont déterminé que ça ne pouvait pas être le cas. Donc le gouvernement avait tort. Si ce n'était pas une météorite, alors qu'est-ce qui a provoqué cet impact ? Et qui étaient ces hommes en noir impliqués dans l'affaire? Encore un crash d'OVNI complètement occulté. Et le gouvernement a joué un rôle dedans. On est en train de parler d'un incident inexpliqué, dont on ne connaît absolument pas l'origine, et qui a eu un impact sur la surface de la Terre. Et on n'a aucune preuve qui nous permettrait d'expliquer cet incident, parce qu'elles ont toutes été cachées et supprimées. Oui. On doit changer de stratégie. Ce qu'il nous faut, c'est un événement du même type qui n'a pas été dissimulé. On va chercher ça. OVNI, poudre blanche, et on exclut les documents déclassifiés de la recherche. Je mets tous les pays. L'équipe recherche des accidents et atterrissages inexpliqués qui n'ont pas été étudiés par le gouvernement ou l'armée dans l'espoir de trouver des preuves qui n'ont pas été dissimulées. Ok, donc, on a 107 résultats, éparpillés un peu partout dans le monde. Et ça, pertinent à 94%. L'APRO, l'Organisation pour les recherches sur les phénomènes aériens. Un atterrissage a été signalé par 3 témoins à Delphos, au Kansas, le 2 novembre 1971. Le logiciel identifie un article concernant un signalement d'OVNI
sur lequel le gouvernement ne semble pas avoir enquêté. À 19h, Ron Johnson, 16 ans, s'occupait de ses moutons quand il a entendu un grondement et observé un objet lumineux posé au sol. À l'endroit où l'objet s'est posé, Ron Johnson a observé un cercle phosphorescent. Après avoir balayé la terre en surface, il a vu que la zone était recouverte d'une substance blanche. C'est la même chose qui s'est passé à Salta. Une espèce de poudre blanche. C'était une traînée de poudre blanche. Ron Johnson s'est empressé de prendre une photo. Tu l'as? Je cherche. La voilà. Est-ce que c'est la délimitation du cercle? C'est quoi ce truc? Le grain de l'image est mauvais. C'est une photo qui a 50 ans. C'est donc difficile de déterminer ce que c'est. Ok, il faut qu'on creuse. Il y a des témoins, des éléments qui coïncident avec l'autre affaire. Et à Salta, on a obtenu des résultats en envoyant un géologue sur le terrain. Donc on pourrait faire la même chose. On envoie une équipe sur place, et s'il y a un lien avec Salta, on le prouve. Le sol a été impacté et d'autres éléments coïncident avec Salta. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas aller à Delfos. Si un ovni a atterri là-bas, on trouvera peut-être quelque chose sur place pour prouver qu'il y a eu contact. C'est où, Delfos? C'est un petit bled. Ici, on a toutes les habitations. Mais tout autour, on n'a que des champs. Il n'y a pas eu beaucoup de construction, donc ça veut dire que le site est peut-être intact. Oui. Raison de plus pour envoyer une équipe au plus vite. J'espère vraiment qu'on va réussir à retrouver Ron. Si ce cercle existe encore et qu'on le retrouve, c'est super. Nick Carnesi, agent de renseignement des Marines, et Sarah Credas, astrophysicienne et journaliste, sont au Kansas dans l'espoir de retrouver Ron Johnson, qui aurait vu un ovni se poser à Delfos. On va peut-être trouver des preuves. C'est génial pour notre enquête. C'est le patelin américain par excellence. Il peut pas y avoir beaucoup de Ron Johnson ici. Tout a l'air fermé. Alors? Rien. C'est fermé. C'est fermé aussi. Il n'y a pas un chat. Je ne trouve rien. Il n'y a aucune trace de lui sur les réseaux sociaux, ni sur Internet en général. J'arrive même pas à trouver son adresse. Ouais. Ça a l'air ouvert. Je continue mes recherches. Malheureusement, ils le connaissent pas. Il y a forcément quelqu'un qui a entendu parler de Ron Johnson. Je vais en profiter pour faire le plein. Ok. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Merci. Ça va peut-être vous paraître bizarre comme question, mais est-ce que vous connaissez Ron Johnson? Oui. C'est vrai? Oui. Il habite juste à la sortie de la ville. Il a une ferme qui se trouve au nord de la ville. C'est à quel sujet? On aimerait discuter avec lui d'un événement qui s'est produit au début des années 70. Vous parlez de l'OVNI? Est-ce que vous auriez son adresse? Oui. Il habite loin d'ici? Ah, même pas 1 kilomètre. Où sont tous les gens? Tout a l'air fermé. On est un petit patelin et c'est calme aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Passez une bonne journée. Bonne route. Tu vas pas le croire. Quoi? J'ai eu l'adresse de Ron Johnson par le gérant.
J'ai le pressentiment qu'il va pas vouloir nous parler de cette histoire. Oui, Johnson. Super. Bonjour. Bonjour, moi c'est Nick. Enchanté. De même. Sarah, enchantée. Désolé de débarquer à l'improviste, mais on est en train d'enquêter sur le cercle de Delphos. Et on nous a dit qu'un certain Ron Johnson avait été témoin de cet événement. Donc, on essaie de le retrouver. C'est mon père. Ah bon? Et est-ce qu'il habite encore dans le coin? Ouais, il est ici. Ron Johnson a toujours refusé de parler aux médias. On aimerait connaître votre version des faits, si vous êtes d'accord. Oui, je vais tout vous raconter. Mais il accepte d'apporter son témoignage pour faire avancer l'enquête. Ça remonte à loin. J'avais 15 ans. Je suis rentré à la maison et mes parents m'avaient demandé de nourrir les moutons. Je m'apprêtais à passer la porte quand j'ai entendu une sorte de grondement. Quand j'ai regardé dehors, j'ai vu une lumière aussi vive que les étincelles d'un poste à souder ou que le soleil. Et la lumière planait à 50 cm du sol. C'est un objet ou une lumière? C'était une lumière qui avait la forme d'un champignon. Elle devait mesurer environ 2,5 m de large et environ 3 mètres de haut. Vous étiez à quelle distance? Je devais être... à 10 mètres. Tout près. J'ai couru à l'intérieur pour avertir mes parents. On l'a regardée s'envoler et en quelques minutes à peine, elle avait complètement disparu, comme une étoile. J'ai dit à mon père de venir avec moi à l'endroit où elle s'était posée. Donc on s'est approché du cercle et il était en train de briller. Et quand ma mère a touché le sol, ses doigts se sont engourdis. Elle est rentrée à la maison en 4e vitesse pour aller chercher l'appareil photo et on a pris une photo du cercle. Ron montre à l'équipe une photo du cercle prise quelques instants après l'incident. Et un autre cliché pris 4 ans plus tard. C'est le même cercle sur les deux. Ouais. Là, c'est en 1971 et là en 75. La marque est restée des années. Ouais. La Terre n'absorbait plus l'eau et même des années après l'incident, plus rien ne voulait pousser à cet endroit. Le cercle a subsisté des années et présentait des caractéristiques étranges. Il n'absorbait plus l'eau, rien n'y poussait. Comme la Terre n'évolue pas du jour au lendemain, il y a dû avoir un facteur extérieur. Dans ce cas précis, il s'agirait d'un ovni qui a fondamentalement modifié le sol. Est-ce qu'on pourrait y jeter un coup d'œil? Oui, on peut y aller tout de suite. Ron les conduit à l'endroit où l'incident a eu lieu, et qui est aujourd'hui un enclos à bétail. C'était juste ici. Le cercle est dessous. Je l'ai recouvert d'un demi-mètre de terre. Vous avez fait ça quand? Il y a une vingtaine d'années. Pourquoi? Parce qu'il y avait souvent des gens qui escaladaient notre barrière pour entrer chez nous et observer le cercle. Donc, vous avez préféré le recouvrir et tourner la page, c'est ça? Ouais. J'ai l'impression que cet incident a eu un réel impact sur votre vie. C'est le cas. On aimerait beaucoup faire venir des spécialistes pour vous aider à comprendre ce qui s'est réellement passé. Pour mettre toutes les chances de notre côté, il faudrait qu'on puisse creuser pour essayer de retrouver le cercle d'origine. Oui. Vous accepteriez qu'on rapporte des engins pour creuser le terrain? Oui. On a des outils et des technologies qui n'existaient pas il y a 50 ans. Et je suis sûre qu'en faisant appel à la science, on pourrait obtenir des résultats. Je veux des réponses, quelles qu'elles soient. Est-ce que cette terre présente des caractéristiques uniques et est-ce qu'il reste des preuves de ce cercle? Pour le moment, on n'en sait rien. Il faut qu'on fasse venir des renforts pour nous aider à creuser le terrain et prélever des échantillons. Il est hors de question que je parte d'ici les mains vides. Paul et Kawa ont interrogé des gens, et ils ont du nouveau.
Mike et Michael reçoivent des nouvelles de l'équipe qui se trouve en Argentine pour enquêter sur un potentiel crash d'OVNI aux abords de la ville de Salta, le 17 août 1995. Apparemment, des rumeurs disent qu'un ovni aurait atterri à l'aéroport international de Bariloche. Comme Salta, Bariloche se trouve dans la campagne argentine. Est-ce qu'il y a un lien? Ce ne sont plus des incidents isolés maintenant. On fait une recherche. Atterrissage, OVNI, panne à Bariloche. Un résultat. Pertinent à 98%. Le 15 août 95, c'est seulement 2 jours avant l'incident de Salta. Des empreintes circulaires de 20 à 30 mètres à l'aéroport de Bariloche, incrustées dans le sol, avec 4 cercles plus petits à chaque coin, causés par une chaleur intense. La Terre présente une mystérieuse substance blanche sous la zone touchée. Comme à Salta. Source de chaleur et substance blanche. Est-ce qu'un ovni s'est posé à Bariloche avant de s'écraser à Salta 48 heures plus tard? À voir. Les dirigeants de l'aéroport n'ont pas fait de déclaration, bien qu'ils aient enquêté en interne. Quelque chose volait et s'est posé au sol, et à l'aéroport, ils ont des radars. Et des caméras. Oui, ils doivent avoir des infos. On va envoyer Paul et Kawa à l'aéroport de Bariloche. Ils trouveront peut-être quelqu'un qui a participé à l'enquête ou assisté à l'événement, et qui a les infos dont on a besoin. S'il y a réellement un objet qui s'est posé là-bas et qui est entré en contact avec la Terre, c'est pas rien. Ça peut bouleverser l'enquête. Et il s'agirait de l'atterrissage contrôlé d'un ovni. Ouais. C'est plus petit que ce que je pensais. Paul, Kawa et leur interprète Dario arrivent aux abords de l'aéroport de Bariloche. Hola, buenos días. Ils ont rendez-vous avec Daniel Garcia, le superviseur de la tour de contrôle, au moment de l'incident de 1995. Qu'est-ce que vous savez sur l'OVNI qui s'est posé en 1995? Il a vu des marques dans le périmètre de l'aéroport, qui étaient grandes et visibles. Vous pouvez nous les décrire? Elles étaient grandes comment? Aparentemente era una marca cilíndrica con otras más pequeñas, ¿no es cierto?, como patas de apoyo, aparentemente. Donc il y avait un grand cercle avec plusieurs petits cercles autour. Et est-ce que les lignes étaient bien définies? Estaba bien definido. Sí. Elles étaient incrustées et brûlées. C'était brûlé. Exactamente. Si un ovni a réellement atterri en toute sécurité sur notre planète, il faut qu'on récolte le plus de détails possible sur cet événement. Una pequeña excavación, ¿no es cierto?, como para a ver si se detectaba algo anormal. L'enquête a donné quoi? Que yo tenga conocimiento en ese momento, en esa circunstancia, no lo puedo definir. Hubo otro caso que sí, que fue observado. Environ une demi-heure avant de tomber sur les cercles, des gens ont vu un ovni posé au sol dans le périmètre de l'aéroport. Et ça a peut-être un lien. Donc, avant les cercles, des gens ont vu un ovni. C'est ça, aux alentours de 20 heures. Racontez-nous. Como jefe de turno en el edificio debajo de la Torre Vieja, cuando veo una luz muy fuerte. Il y avait quelque chose qui émettait une lumière, mais il n'arrivait pas à en déterminer la forme. Et il y a eu une coupure de courant dans l'aéroport et en ville. À Bariloche? Oui. À 15 km. Vous pensez que c'était à cause de l'objet? Daría la sensación que sí, que una energía inexplicable. Ils ont mis les générateurs en route parce qu'un avion était en approche et devait atterrir. Et ils ont vu quoi, eux? Ils ont vu l'objet? Se le pone al costado, al lado derecho. Le pilote a demandé à la tour de contrôle s'il y avait un appareil dans le ciel, parce qu'il en voyait un à côté de lui. Et il ne comprenait pas ce que c'était. Comandante Polanco ve la luz, era muy intensa, ¿no es cierto? Entonces, estimo que sí, que tiene que haber sido el mismo objeto que se acercó. Il pensait qu'il faisait quoi? No lo sé. L'objet a disparu en un clin d'œil. Il s'est passé environ une trentaine de minutes entre le moment où la lumière est apparue et le moment où l'avion s'est posé. C'est dingue.
On est en train de parler d'une interaction de 30 minutes entre un ovni, une tour de contrôle et 2 pilotes différents. C'est tout simplement incroyable. On n'a jamais entendu une chose pareille. C'est la plus longue rencontre dont on nous ait parlé. C'est la première fois que j'entends ça. Et ils étaient très proches. On a un témoin qui affirme qu'il y a eu une rencontre entre un ovni et un avion. Et apparemment, l'objet s'est volontairement dirigé vers cet endroit. Ça soulève tellement de questions. Pour quelle raison cet objet a-t-il provoqué ces coupures de courant? Et pourquoi visait-il cet aéroport en particulier? Il nous faut des réponses. C'est eux. Oh, wow. Nick et Sarah sont à Delphos, au Kansas, où Ron Johnson affirme qu'en 1971, un ovni s'est posé sur sa propriété en laissant un cercle d'une substance blanche derrière lui. La marque est restée des années. Ouais. Mais Ron a recouvert le cercle de 50 cm de terre pour dissuader les curieux de pénétrer illégalement dans sa propriété. Diane, voici Ron, le propriétaire du terrain et le témoin de l'événement. Nick et Sarah ont fait appel à une équipe de spécialistes du département de pédologie de l'Université du Kansas, dirigée par Diane Presley. Je peux le voir? Oui, suivez-moi. Ok, cool. Il se trouve juste ici. On a fait venir des spécialistes pour nous aider à creuser le terrain, prélever des échantillons et les envoyer au labo où ils pourront les analyser. Si cette terre est singulière, la science nous permettra de le découvrir. C'est cette zone de terre. Est-ce qu'il se peut que la Terre soit contaminée par la couche qui a été posée il y a 20 ans? Est-ce que des éléments ont pu être transférés vers la couche de terre plus profonde? C'est possible. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va délimiter le périmètre avec des drapeaux et ensuite on amènera le pick-up pour extraire un échantillon. Ron, vous nous dites où poser les drapeaux? Ok. Pile au centre? Ouais, au centre, juste là. Un autre, juste là. Grâce aux instructions de Ron, Nick et Sarah délimitent le périmètre où devrait être enfoui le cercle de Delphos. Là? Ouais. Ok. C'est bon? Ouais. C'est cet instrument qu'on va utiliser pour faire nos prélèvements. C'est une sonde hydraulique. On va la démarrer. Diane Presley utilise un carottier qui permet d'extraire des sédiments à plus d'1 demi-mètre de profondeur, tout en limitant la contamination des échantillons. Ok, le moment tant attendu. Bon, voyons voir. Donc, on a une couche de fumier. La couche un peu rougeâtre, c'est la nouvelle couche de terre. Et j'ai l'impression qu'on a de la terre ordinaire tout du long. Je ne pense pas qu'on ait la substance blanche. C'est plus profond. Je crois qu'il faut qu'on bouge, qu'on se repositionne. J'ai l'impression que c'est la même chose que les autres échantillons. Le carottier ne permettant pas de localiser le cercle, l'équipe a recours à une excavatrice pour enlever une large portion de terre. On a une couche de terre, puis la substance blanche. Ça devrait être là. Oui. L'équipe prélève plusieurs échantillons, mais n'a toujours pas trouvé la preuve qu'elle recherche. Voilà. Je suis un peu déçu et surpris qu'on n'ait rien trouvé qui prouve qu'un ovni s'est posé ici. Oui.
J'ai trouvé quelque chose qui se démarque des autres échantillons qu'on a récoltés. Ça vient d'où? De là. Regarde. J'ai l'impression que ça pourrait être un morceau de l'ancienne surface. Et qu'est-ce qu'il a de particulier? Ce que je trouve étrange, c'est que la surface est toute lisse. Ça pourrait être dû à la pression exercée par l'atterrissage? Peut-être. Et l'autre chose que je trouve bizarre, c'est qu'il n'y a aucune racine qui a pénétré cette terre. Elle ne présente pas beaucoup de pores. C'est intéressant parce que Ron a dit que rien ne poussait au niveau du cercle. C'est vrai. Et tous ces morceaux se trouvent à l'endroit où on avait estimé que le cercle devait se trouver. Vous aviez déjà vu ça? Non, pas vraiment. C'est inhérent à ce cas précis. J'ai hâte qu'on l'examine pour découvrir si cette terre a des propriétés différentes. Mais pour le moment, je ne peux pas me prononcer. L'équipe se rend à l'université pour faire analyser les échantillons prélevés chez Ron Johnson. On y est. On espère que ces analyses nous permettront de découvrir des anomalies qui pourraient expliquer ce qui s'est posé au sol en 1971. Bonjour Gunga. Bonjour. Vous allez bien? Les spécialistes de l'environnement Gunga Adaraji et Jay Weeks vont tenter de déterminer la composition des échantillons. C'est aujourd'hui qu'on aura les résultats? C'est ça. Pour commencer, on va mesurer le pH. L'équipe démarre avec un test permettant de définir le pH de la Terre. Au Kansas, il varie entre 5,5 et 7. J'utilise une sonde de pH et j'immerge l'électrode dans la solution qu'on a versée sur l'échantillon. Elle a un pH de 9,12. C'est assez élevé comme pH. Un tel pH pourrait empêcher la végétation de pousser? Complètement, oui. Maintenant qu'on sait que son pH est élevé, c'est quoi le prochain test? On va utiliser la technique XRF, la spectrométrie de fluorescence X. On s'en sert principalement pour analyser la concentration de plomb des jardins publics et vérifier qu'il n'y a pas de contamination. L'analyseur émet des rayons d'une certaine énergie pour éjecter l'électron qui gravite autour du noyau de l'atome. Et l'énergie qui est libérée au cours de ce processus est évacuée sous forme de rayonnement fluorescent. L'analyseur détecte ces rayonnements et leur intensité, ce qui nous permet de déterminer les éléments présents dans le matériau. Il émet des rayons X, mais si on ne se place pas devant, il n'y a aucun problème. Donc je vais me retourner et m'agenouiller au sol. Ils n'ont pas effectué d'analyse sur les lieux à l'époque. C'est la toute première fois que cette terre est analysée. Et ce test va peut-être nous apporter des informations encore inconnues. Apparemment, il y a une plus forte présence de calcium dans les échantillons prélevés en surface. Qu'est-ce qui pourrait causer cette concentration de calcium? Il y a du bétail sur le terrain, et le fumier contient du calcium. Donc il n'y a rien d'inhabituel. Non. Il faut qu'on continue les tests pour comprendre à quoi on a affaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire un test rapide qui consiste à déposer quelques gouttes d'eau pour voir si des bulles d'eau se forment à la surface ou si la terre absorbe l'eau. La capacité d'absorption de la Terre va déterminer si le sol a été en contact avec une chaleur intense. Plus elle est hydrophobe, plus la chaleur exercée sur la Terre aura été importante. Donc, on utilise cet échantillon comme témoin. Oui, afin de comparer les différences. L'équipe commence par un échantillon témoin prélevé à 15 mètres du cercle. L'échantillon témoin absorbe l'eau. Exact. Oui. Le premier test confirme que la Terre à l'extérieur du cercle absorbe l'eau. L'équipe va maintenant tester la Terre à l'intérieur du cercle où l'OVNI se serait posé. On peut recommencer? C'est fou. Je ne m'attendais pas à ça. Moi non plus. Moi non plus.
Cette terre n'absorbe pas l'eau. On a maintenant une preuve scientifique qui appuie la déclaration de Ron Johnson. Ron nous a dit qu'elle repoussait l'eau, et il n'est pas chimiste. Donc c'est intéressant que ça confirme ses dires. Ça les confirme, ouais. On a la preuve que quelque chose a modifié la composition du sol qui se trouvait à l'endroit où l'incident a eu lieu. C'est vraiment incroyable. C'est la terre prélevée dans le cercle. Et regarde. Elle n'absorbe pas l'eau. Regarde. Oui, et elle reste collée à la bulle. Regarde. C'est dingue. C'est la première fois que je vois de la terre réagir comme ça. Le département de pédologie nous a fourni la preuve scientifique que la terre à l'intérieur de ce cercle est différente de celle qui se trouve à l'extérieur. Et ça correspond à ce que dit notre témoin, Ron Johnson. Ok, donc d'après Ron Johnson... Elle devait mesurer 3 mètres de haut. La marque est restée des années. Oui, la terre n'absorbait plus l'eau et même des années après l'incident, plus rien ne voulait pousser à cet endroit. Donc au début, ça pouvait sembler dingue cette histoire d'OVNI qui s'est posée dans un champ. Mais maintenant, on a des preuves scientifiques. Oui. C'est pas rien comme découverte. Ça peut vouloir dire que toute son histoire est vraie. Donc il se peut qu'un OVNI se soit posé sur son terrain et en utilisant une technologie qu'on ne comprend pas, il ait brûlé ou modifié la Terre au point qu'elle ne puisse plus absorber l'eau. Est-ce qu'il s'agit d'un impact causé par un objet extraterrestre? Et si oui, pourquoi à Delphos, une ville perdue au milieu du Kansas? On a l'impression que c'est un incident isolé, mais ce n'est peut-être pas le cas. On va lancer une recherche dans cette région pour voir ce qu'on trouve. L'équipe recherche des phénomènes aériens anormaux qui se seraient produits ces 100 dernières années dans un périmètre de 80 km autour de Delphos, dans l'espoir de comprendre pourquoi un ovni se serait posé dans cette région. On a 36 résultats. En 1980, une lumière vive ressemblant à une étoile est apparue 4 heures avant le coucher du soleil. En 2016, on a vu des lumières vives se déplacer au-dessus des arbres. Ouvre celui-là. 89%. En 2008, une lumière plus intense que le soleil a poussé le bétail à se mettre à l'abri, comme il le fait à l'approche d'une tempête. Je ne l'ai pas bien vue, mais elle n'était pas plus grande qu'une voiture. C'est à peu près la même taille que le cercle. C'est ça. Ça fait beaucoup de points communs. Ils décrivent tous une lumière vive, comme le soleil. Il y a plusieurs témoins. Et à chaque fois, la lumière se trouve soit au sol, soit tout près du sol. Et dans un témoignage, on parle d'une taille similaire à celle du cercle signalé en 1971. Et regarde ça. Les signalements sont tous dans les mêmes environs. Tu peux sortir la carte ? Carnero au Kansas. On a 6 signalements dans un périmètre de 8 km². C'est bizarre. Carnero est un patelin à peu près de la même taille que Delphos. Qu'est-ce qui se passe à Carnero? On va envoyer ses coordonnées à Nick et Sarah. Et on va voir quelles infos ils trouvent. Prochainement dans Contact. Qu'est-ce qui attire ces objets ici? Intéressant, on dirait une plateforme d'atterrissage. Ça fait des années qu'il y a des signalements au-dessus du lac. Pourquoi cet ovni planerait au-dessus de cette île? C'est abandonné depuis un bon moment, on dirait. C'est immense. C'est quand j'ai commencé à travailler pour la CIA que j'ai compris ce qu'était un secret. Quelqu'un est forcément au courant de ce qui se passe. Est-ce que tout ça a un quelconque rapport avec les signalements d'OVNI?